Chunk 1. Se relever immédiatement. Et quand nous le ferons, le monde entier entendra le rugissement de nos moteurs. Quand Clint Eastwood monte dans sa voiture de tous les jours, elle ressemble à un SUV ordinaire des années 90. Mais cette machine peut détruire des Ferrari au démarrage et embarrasser des voitures de sport coûtant 10 fois plus cher. Seuls 4 1.500 exemplaires ont été fabriqués et Eastwood possède plusieurs versions. Pourtant, il a récemment été aperçu au volant de quelque chose de complètement différent. Une minuscule voiture qui semble impossible pour sa carrure de 1,93 m. Le contraste est si choquant que les fans n'arrivaient pas à croire que les photos étaient réelles. Ces choix de voiture racontent une histoire. Est une histoire à laquelle personne ne s'attendait de cette icône américaine. Clint Eastwood est né le 31 mai 1930 à San Francisco et il a fait une première impression inoubliable. Il pesait 5 kilos à la naissance, tellement grand que ses parents l'ont surnommé Samson, d'après l'homme fort biblique. Le nom est resté pendant son enfance car les voisins et les parents l'appelaient ainsi pendant des années. Sa taille n'était pas qu'une blague familiale. Elle lui a donné une présence dont les gens se souvenaient, un trait qui se retrouverait plus tard dans sa carrière à l'écran. Son père plaisantait, disant que le petit Samson pouvait probablement déjà manier un marteau, un clin d'œil amusant au rôle robuste qui finirait par le définir. Les Eastwood avaient peu de stabilité pendant les premières années de Clint. La Grande Dépression a rendu le travail stable presque impossible et la famille a déménagé constamment à la recherche d'emploi. Ils ont vécu à San Francisco, Oakland, Hayward, Redwood City, Carmel, Sacramento et dans une poignée d'autres villes. Clint a changé d'école 9 fois avant l'âge de 14 ans, toujours le nouveau venu essayant de s'intégrer. Il a rapidement appris à lire les gens, à s'adapter et à rester sur ses gardes. La famille vivait dans des pensions de famille exiguës et de petits appartements, parfois avec Clint dormant sur des canapés ou partageant un lit avec des proches. L'argent était rare, son père occupant des emplois occasionnels qui ne rapportaient parfois que 20 $ par semaine. Par nécessité, Clint a développé une nature calme et stoïque et un fort sens de l'autonomie. Des traits qui sont ensuite devenus partie intégrante de son identité à l'écran. À l'été 1937, un événement a failli mettre fin à son histoire avant qu'elle ne commence réellement. À seulement 7 ans, Clint s'est aventuré dans la partie profonde d'une piscine municipale à Piedmont. Il ne savait pas nager et a coulé directement au fond, restant immobile pendant que des dizaines de nageurs au-dessus n'avaient aucune idée de ce qui se passait. Un maître nageur nommé Tommy Peterson l'a finalement repéré, l'a remonté et a pratiqué le bouche-à-bouche jusqu'à ce que Clint crache de l'eau et recommence à respirer. Cette rencontre avec la mort lui a laissé une conscience aiguë du danger et un respect pour la survie qui l'ont accompagné toute sa vie. Adolescent, Clint n'était pas toujours un modèle de discipline. Chunk 2. 1949, lui et des amis ont emprunté la Buick de leur directeur pour une virée à Oakland. Cela s'est mal terminé lorsqu'ils ont heurté une borne d'incendie. Poussé par la panique et la colère, Clint a fracassé des biens scolaires avec une barre à mine, un acte qui lui a valu d'être expulsé. Il a été contraint de s'inscrire à l'Oakland Technical High School, où il a découvert le programme d'atelier automobile. Là, il a appris à travailler sur les moteurs et la carrosserie, ce qui a suscité une passion pour les voitures qui l'a suivi pendant des décennies. Il finira par posséder plus de 30 voitures de collection, entretenant lui-même beaucoup d'entre elles. Quelques années plus tard, Eastwood a été confronté à une épreuve qui aurait pu se terminer tragédie. Septembre 1951, alors qu'il était simple soldat de l'armée de 21 ans, il a embarqué à bord d'un Douglas Skyraider pour ce qui était censé être un vol de routine. Le moteur Essayas est tombé panne au-dessus du Pacifique et l'avion s'est abîmé dans une eau froide et agitée. L'avion a coulé moins de 2 minutes. Clint et le pilote se sont retrouvés à flotter sans gilet de sauvetage approprié, contraints de nager plus de 3 km à travers des vagues glaciales.
Clint a remorqué le pilote difficulté vers le rivage. Et après près de 4 heures, ils ont finalement réussi à atteindre la terre ferme. Lorsque les gardes-côtes les ont retrouvés, ils étaient à peine conscients. L'expérience a gravé lui la conviction que la survie vient d'une persévérance calme, une leçon qui façonnerait bon nombre de ces personnages de films. Après avoir quitté l'armée 1953, Clint s'est retrouvé sans le sou et à la recherche d'une direction. Il a occupé des emplois difficiles comme bûcheron, pompiste et même pompier forestier pour joindre les deux bouts. Le soir, il dépensait 25 $ pour des cours d'art dramatique à l'UCLA. Bien qu'il ait souvent vécu avec peu plus que du beurre de cacahuète et du café, il a failli abandonner les cours, qualifiant les exercices de faux et de prétentieux. Mais son charisme naturel n'a cessé d'attirer l'attention. Ses nuits difficiles façonneraient finalement le style de jeu sans fioriture qui l'a rendu unique. Sa première vraie chance est venue avec un essai à l'écran aux Universal Studios, 1954. L'évaluation écrite des recruteurs n'était pas flatteuse, le qualifiant de trop grand, trop rigide et trop lent dans son élocution. Pourtant, il a quand même été engagé pour 75 $ par semaine, grâce à un directeur de casting qui a remarqué son regard perçant et sa taille imposante. Pendant un an et demi, Clint n'est apparu que dans de petits rôles de figuration, souvent non crédités. Son premier rôle parlant ne lui a donné qu'une seule ligne. Mais il a traité ses premiers emplois comme une école de cinéma, étudiant les réalisateurs et apprenant le métier tout gagnant à peine de quoi vivre. 1958, il était sur le point d'abandonner complètement. Universal avait résilié son contrat et il était endetté avec une femme enceinte à la maison. Puis est venue une audition pour un nouveau western de CBS, Rawhide. Chunk 3, l'entraînement militaire à cheval de Clint, lui a donné un avantage et les producteurs ont vu quelque chose dans son intensité tranquille. Il a décroché le rôle de Rowdy Yates et tout a changé. Rawhide a été diffusé pour la première fois en 1959 et est rapidement devenu un succès. Clint a commencé à 750 $ par épisode, mais quelques années, son salaire a grimpé à 10 000 $ par épisode. Il était soudainement l'une des stars de western les mieux payées à la télévision, avec des milliers de lettres de fans. Son visage était sur des boîtes à lunch, des bandes dessinées et des pistolets jouets. Pourtant, même au sommet de ce succès, il se sentait limité, se qualifiant de prisonnier jambière. Dans les coulisses, il planifiait déjà une nouvelle voie. 1962, frustré par l'image saine de Rawhide, il a commencé à étudier l'italien secret. Il avait entendu parler de nouveaux westerns sombres réalisés à l'étranger et voulait être prêt. Son instinct s'est avéré juste. 2 ans plus tard, le réalisateur Sergio Leone a fait appel à lui. 1964, Sergio Leone avait du mal à trouver un acteur américain pour son western à petit budget. Il rêvait d'Henry Fonda, mais les honoraires de Fonda étaient bien au-delà de ses moyens. James Coburn est venu ensuite, mais sa demande de 25 000 $ était encore impossible pour la production italienne. C'est alors que Clint Eastwood est intervenu. À l'époque, il gagnait 750 $ par épisode dans l'émission de télévision Rawhide. Il a accepté l'offre de Leone de 15 000 $, ce qui, argent d'aujourd'hui, représenterait environ 152 000 $. Eastwood a emballé 2 valises, dont un poncho usé qu'il avait apporté lui-même, et s'est envolé pour Rome. Leone a admis plus tard qu'il avait choisi Eastwood, non pas pour son jeu d'acteur, mais pour sa façon de bouger, lente et délibérée, avec une présence féline. Ce choix modeste a créé l'un des personnages les plus célèbres du cinéma et a propulsé la carrière des 2 hommes vers de nouveaux sommets. Leone avait prévu de respecter la tradition, faisant apparaître son rôle principal rasé de près, comme le faisaient toujours les héros de western hollywoodiens. Eastwood a refusé. Il a fait valoir que la barbe de 3 jours rendrait son personnage réel, un homme façonné par la poussière et les épreuves. Au début, le directeur de la photographie craignait que la barbe rugueuse ne cause des problèmes d'éclairage, mais Leone a finalement accepté. Cette décision a transformé l'apparence du western.
L'anti-héros ébouriffé est devenu le visage du western spaghetti, le distinguant des films américains soignés. Entre 1964 et 1978, plus de 600 westerns spaghetti ont suivi, tous portant l'ombre du visage non rasé d'Eastwood. Le look était devenu si emblématique que les maquilleurs devaient recréer avec soin le motif exact de la pousse de barbe de 3 jours pour chaque film de la trilogie. 1966, le pari a porté ses fruits. Chunk 4. Le bon, la brute et le truand a été réalisé pour 1,2 à 2 millions de dollars et a rapporté 25,1 millions de dollars au niveau national, avec un total mondial de 38,9 millions de dollars. L'accord d'Eastwood était révolutionnaire. Il a reçu 250 000 dollars d'avance, 10 % des recettes brutes au box-office et même une nouvelle Ferrari. Sa part des recettes brutes mondiales a atteint environ 3,9 millions de dollars. C'était la première fois qu'il gagnait plus d'1 million à seulement 36 ans. L'accord a montré à Hollywood une nouvelle façon de rémunérer les stars, et la décision d'Eastwood de prendre un pourcentage plutôt qu'un simple forfait a établi un modèle que de nombreux acteurs suivraient plus tard. La production comportait également des dangers. Pendant le tournage de la célèbre scène du train, Eli Wallach a dû s'allonger entre les rails pendant qu'une véritable locomotive tonnait. Ce que personne n'a remarqué, c'est que les wagons du train avaient de lourdes marches métal qui pendaient du bas à quelques centimètres de sa tête. S'il l'avait levé, ne serait-ce qu'un peu, il aurait été tué. Léon, concentré sur le plan, a balayé les craintes de Wallach jusqu'à ce que le train soit passé et que le danger soit évident. L'équipe a décidé de conserver la première prise et de ne plus jamais prendre de risques. Ce moment terrifiant est devenu l'une des quasi-catastrophes les plus commentées de l'histoire du cinéma et a conduit plus tard à des règles de sécurité plus strictes sur les plateaux. Après ce film, Leone voulait Eastwood pour Il était une fois dans l'Ouest et Il était une fois la Révolution. Il a offert 1 million de dollars plus un pourcentage, une somme énorme 1967. Eastwood a refusé. Il était fatigué des horaires épuisants Europe et ne voulait pas être piégé à jouer le même personnage pour toujours. Il estimait également que Leone était devenu plus intéressé par le spectacle que par les gens. Au lieu de cela, il est retourné Amérique et a joué dans Pendez-les, Haute-Cour, 1968, gagnant 400 000 dollars plus 25 % des bénéfices. Le choix s'est avéré judicieux. Les films suivants de Léon ont été salués, mais sans. Eastwood, ils n'ont jamais connu le même succès au box-office. 1971, Eastwood était prêt pour quelque chose de nouveau. L'inspecteur Harry est sorti seulement 5 jours après. Les diamants sont éternels de Sean Connery et a choqué tout le monde égalant presque les chiffres de Bond. Les diamants ont rapporté 43,8 millions de dollars au niveau national, tandis que l'inspecteur Harry a atteint 35,9 millions de dollars. Bien qu'il ait été réalisé pour seulement 4 millions de dollars par rapport au coût massif d'un film de Bond, le film a montré que le public voulait un type de héros différent. Un héros qui parcourait les rues sombres de San Francisco, au lieu de siroter des boissons dans des casinos glamour. Le film a également créé une vague culturelle. Le revolver 44 Magnum de Harry Callahan, le Smith & Wesson modèle 29, est soudainement devenu l'arme la plus recherchée Amérique. Les armureries ne pouvaient pas répondre à la demande. Les clients entraient citant la célèbre phrase demandant l'arme de l'inspecteur Harry. Même les services de police ont commencé à envisager d'améliorer leurs armes à cause du film. Chunk 5. Le revolver n'était plus seulement une arme. Il est devenu un symbole lié à jamais au personnage d'Eastwood. Tout le monde ne célébrait pas. À l'extérieur des Academy Awards 1972, des manifestants brandissaient des pancartes qualifiant l'inspecteur Harry de sale porc. L'American Civil Liberties Union a attaqué le film pour avoir promu la brutalité policière. Et Roger Ebert l'a qualifié de fasciste tout le louant comme un thriller. La réaction s'est amplifiée avec les films suivants.
Particulier, l'inspecteur ne renonce jamais 1976, où les critiques ont déclaré que l'histoire était hostile aux femmes. Eastwood est resté ferme. Il a fait valoir que les films montraient la frustration à l'égard des tribunaux et du système, et non un soutien au fascisme. Il a dit qu'Harry était la voix des Américains qui se sentaient laissés pour compte dans un monde mutation. Le débat n'a fait que rendre le personnage plus emblématique, capturant l'ambiance de la décennie. La volonté d'Eastwood de réalisme l'a souvent mis en danger. Lorsqu'un cascadeur dans L'Inspecteur ne renonce jamais à demander plus d'argent pour sauter d'un pont de 12 mètres sur un bus mouvement, Eastwood l'a renvoyé et a réalisé lui-même la cascade. Dans La Sanction, il s'est entraîné pendant des mois au Yosemite pour réaliser des séquences d'escalade qui l'ont laissé suspendu au-dessus d'une chute de 300 mètres. La seule chose qu'il a refusée était une chute de 750 mètres qui a été filmée avec un mannequin. Son insistance à faire ses propres cascades a donné au film un avantage que le public pouvait ressentir, bien au-delà de ce que les effets spéciaux pouvaient créer. 1988, le cinquième et dernier film de l'inspecteur Harry a introduit une histoire effrayante sur un jeu où les gens pariaient sur les célébrités qui allaient mourir ensuite. Appelé le jeu de la mort, il s'est avéré étrangement prophétique. Moins de 10 ans, de véritables jeux de la mort ont commencé à circuler sur Internet, où les gens pariaient sur des noms célèbres. Le film mettait même vedette Jim Carrey dans l'un de ses premiers rôles, jouant une star du rock dont l'overdose met l'histoire mouvement. Avec le recul, le film semble étrangement avance sur son temps, prédisant comment le divertissement et la curiosité morbide allaient peu à peu se mélanger à l'ère numérique. À cette époque, Eastwood s'était également lancé dans la réalisation, 1961, alors qu'il tournait encore. L'inspecteur Harry, il a tourné. Un frisson dans la nuit, seulement 21 jours, avec un budget de moins d'1 million de dollars. Il a terminé 4 jours plus tôt et avec 50 000 $ de moins que le budget. Le film a rapporté 10,6 millions de dollars, prouvant qu'il avait un don pour l'efficacité. Il a choisi de filmer à Carmel by the Sea, au lieu de Los Angeles, ce qui a permis de maintenir les coûts bas et la qualité élevée. Il a même piégé son ami Don Siegel, lui faisant faire 11 prises, tant que barman, avant de révéler que la caméra n'avait pas de film. Ce n'était que le début de ce qui est devenu connu sous le nom de système Eastwood. Il répétait beaucoup avant le tournage, réduisait les prises au minimum et terminait toujours à temps. 1945, Warner Brothers a calculé que son approche avait permis au studio d'économiser 50 millions de dollars. Chunk 6. Tout au long de sa carrière là-bas, ses 46 films ont rapporté plus de 9 milliards de dollars avec des budgets totalisant seulement 2,7 milliards de dollars. Il a également prouvé que les westerns pouvaient encore réussir. 1945, Pale Rider, le cavalier solitaire, a rapporté 41,4 millions de dollars, le meilleur western de la décennie, à une époque où le genre était considéré comme mort. Réalisé pour seulement 6,9 millions de dollars. Cela a montré qu'avec la bonne star et la bonne histoire, le public s'intéressait toujours. 3 ans plus tard, Eastwood a repoussé les limites techniques avec Bird, un film sur la légende du jazz Charlie Parker. Parker étant décédé en 1955, Eastwood a utilisé des enregistrements originaux mélangés à de nouvelles performances, les synchronisant avec les acteurs à l'écran. Steve Jobs a ensuite cité cette technique comme une influence lors du développement de QuickTime, le logiciel qui a rendu possible la lecture audio et vidéo sur les premiers ordinateurs. 1992, Eastwood a sorti Impitoyable, un film qu'il avait gardé pendant 15 ans jusqu'à ce qu'il se sente assez vieux pour jouer le rôle. L'attente valait la peine. Le film a remporté 4 Oscars, dont celui du meilleur film et du meilleur réalisateur pour Eastwood, qui y jouait également. Il est devenu la première personne à remporter le prix du meilleur film, tout jouant dans le même film, un exploit qu'il a répété des années plus tard avec Million Dollar Baby. Impitoyable a rapporté 159 millions de dollars dans le monde,
et a ensuite été conservé par la Bibliothèque du Congrès comme une œuvre d'importance culturelle. Eastwood l'a dédié à Sergio Leone et Don Siegel, les mentors qui ont contribué à façonner sa carrière. 2002, Clint Eastwood a tourné Mystic River seulement 39 jours sur place dans le Massachusetts. Les acteurs, qui comprenaient Sean Penn, Tim Robbins et Kevin Bacon, ont été stupéfaits par son style de réalisation. Eastwood était connu pour utiliser la toute première prise d'une seule scène, une méthode qui maintenait un rythme rapide et un budget maîtrisé. L'ensemble de la production n'a coûté que 30 millions de dollars et le film a été présenté avant-première au Festival de Cannes 2003 avant sa sortie salle le 8 octobre. Il a obtenu 6 nominations aux Academy Awards, remportant le prix du meilleur acteur pour Penn et celui du meilleur acteur dans un second rôle pour Robbins, et a finalement rapporté plus de 156 millions de dollars dans le monde. Le succès a prouvé que l'approche dépouillée d'Eastwood pouvait donner des résultats à la fois acclamés par la critique et commerciaux, donnant le ton à une grande partie de son travail ultérieur. Un an plus tard, Eastwood a pris un risque énorme avec Million Dollar Baby. Warner Brothers avait peu confiance dans le projet, alors Eastwood a personnellement garanti l'intégralité du budget de 25 millions de dollars. Son pari a porté ses fruits lorsque le film a rapporté 216,8 millions de dollars dans le monde, dont 90 millions de dollars au niveau national et 67 millions de dollars à l'étranger. Lors de la 77e cérémonie des Academy Awards, le film a dominé avec 4 victoires. Meilleur film, meilleur réalisateur pour Eastwood, meilleure actrice pour Hilary Swank et meilleur acteur dans un second rôle pour Morgan Freeman. Warner Brothers a finalement partagé les coûts avec Lakeshore Entertainment. Mais c'est la confiance et l'engagement financier d'Eastwood qui ont transformé le film un triomphe déterminant de sa carrière. 2006, Eastwood a tenté quelque chose que peu de réalisateurs avaient jamais tenté. Il a tourné 2 films de guerre, même temps, tous 2 centrés sur la bataille d'Iwo Jima, et les a sortis à seulement 10 semaines d'intervalle. Le premier, Mémoire de nos pères, est sorti le 20 octobre avec un budget de 90 millions de dollars, mais n'a rapporté que 65,9 millions de dollars dans le monde. Le second, Lettre d'Iwo Jima, racontait le point de vue japonais, presque entièrement dans leur langue, avec des sous-titres, ce qui, selon de nombreuses prédictions, échouerait auprès du public américain. Pourtant, ce film, sorti le 20 décembre, a coûté entre 13 et 19 millions de dollars et a rapporté 77 millions de dollars dans le monde. Chunk 7, il a commencé dans seulement 5 salles avant de s'étendre à 751 à son apogée et a continué à attirer le public avec un multiplicateur de 7,37. Lettre d'Iwo Jima a reçu plusieurs nominations aux Oscars et a prouvé que la croyance d'Eastwood dans la narration internationale pouvait briser les barrières linguistiques et remporter à la fois des éloges et des profits. 2 ans plus tard, à l'âge de 78 ans, Eastwood a réalisé Gran Torino et a négocié une partie unique de son paiement. Au lieu de demander plus d'argent, il a demandé la Ford Gran Torino Sport de 1972 utilisée dans le film. La voiture, peinte vert forêt, valant à l'origine entre 13 000 et 30 000 dollars une fois restaurée, était propulsée par un moteur 351 Cobra Jet, ce qui faisait une véritable muscle car de son époque. Gran Torino est devenu un succès mondial, rapportant 270 millions de dollars dans le monde. Eastwood a gardé la voiture par la suite et elle reste dans sa collection, occasionnellement exposée au Warner Brothers Studios Picture Car Museum. La décision de prendre la voiture au lieu de l'argent est depuis devenue une légende hollywoodienne, montrant son état d'esprit pratique et son lien personnel avec l'histoire. Même dans ces dernières années, Eastwood a continué à battre des records. À 89 ans, il a réalisé Le Casse, Richard Jewell, sorti le 13 décembre 2019 avec des performances puissantes de Kathy Bates, Sam Rockwell et Paul Walter Hauser. Puis, pendant la pandémie,
il a tourné Cry Macho seulement un mois et l'a sorti le 17 septembre 2021. À 91 ans, Eastwood est devenu le cinéaste le plus âgé à sortir un film majeur studio. Cry Macho a reçu des critiques mitigées avec une note de 5,7 sur IMDb. Mais cela a montré que même après 7 décennies à Hollywood, il pouvait toujours mettre un chapeau de cow-boy et raconter une histoire. Les critiques ont noté des signes de ralentissement. Pourtant, cette réalisation a confirmé son statut de l'un des réalisateurs les plus durables du cinéma. 1946, la vie d'Eastwood avait déjà pris une tournure inhabituelle lorsqu'il s'est présenté à la mairie de Carmel-by-the-Sea. La campagne a commencé après que le conseil municipal a rejeté son plan de construction d'un petit immeuble de bureaux. La dernière impulsion est venue d'une controverse sur un magasin de crème glacée. La ville avait refusé un permis, arguant que les cornets violaient une ancienne ordonnance sur l'emballage des aliments et utiliseraient plus de seaux que le magasin qui s'y trouvait depuis 15 ans. Les médias se sont moqués de Carmel tant que Scrooge City et Eastwood s'est présenté aux élections, remportant le 8 avril 1986. Un mois plus tard, il a annulé la restriction vieille de plusieurs décennies et a de nouveau autorisé les cornets de crème glacée dans les rues. Bien que son salaire mensuel ne soit que de 200 $, Eastwood a fait don de la totalité au Carmel Youth Center. Avec moins de 5000 habitants dans la ville, les dons se sont élevés à 4 800 $ pendant ses 2 années de mandat. Il a choisi de ne pas se représenter 1988, disant qu'il voulait passer plus de temps avec ses enfants, mais son mandat a laissé sa marque avec des améliorations pratiques pour la communauté. 1993, il a surpris ses fans soutenant le Brady Bill, qui a créé des vérifications des antécédents et une période d'attente de 5 jours pour les achats d'armes à feu. Cette décision a choqué beaucoup de gens, car Eastwood avait bâti son image de film autour des armes à feu, particulier avec le 44 Magnum et l'inspecteur Hurry. La NRA était furieuse et certains partisans se sont sentis trahis. Mais Eastwood a maintenu sa décision, disant qu'il croyait qu'elle améliorerait la sécurité publique. 2012, il a de nouveau fait les gros titres lors de la Convention nationale républicaine. Prévu pour parler pendant 5 minutes, il a fini par improviser un discours de 12 minutes à une chaise vide censée représenter le président Barack Obama. Plus de 30 millions de personnes ont regardé direct et une journée, le hashtag Eastwooding avait généré 1,4 million de tweets. Chunk 8. Le moment est devenu l'une des premières sensations politiques virales, avec d'innombrables mèmes et photos de chaises vides se répandant sur Internet. Loin de la politique et des projecteurs, la vie personnelle d'Eastwood a eu ses propres surprises. Laurie Murray, née le 11 février 1964, a découvert dans la trentaine que Eastwood était son père biologique. Elle avait été adoptée lorsqu'elle était bébé et a grandi sans connaître son identité. Lorsqu'elle a pris contact, sa mère biologique a refusé tout contact, mais Eastwood l'a accueillie. Leur lien s'est développé rapidement et elle est même apparue avec lui aux Oscars de 2004. Son existence est restée inconnue du public jusqu'en 2018, lorsqu'elle a été présentée comme sa fille à l'âge de 64 ans. Au fil des ans, Eastwood a eu 8 enfants avec 6 femmes différentes, mais ne s'est marié que 2 fois. Son premier mariage avec Maggie Johnson a duré de 1953 à 1984, mais il a admis avoir eu de multiples liaisons pendant cette période. Les biographes suggèrent que le nombre d'enfants peut être plus élevé que ce qui est connu publiquement. L'un d'eux aurait été conçu alors qu'il était encore au lycée. Ces relations comprenaient des partenaires tels que la cascadeuse Roxanne Tunis, l'actrice Frances Fisher et l'hôtesse de l'air Jaslyn Reeves. L'un de ces chapitres personnels les plus difficiles est survenu après la fin de sa relation de 14 ans avec l'actrice Sandra Locke, 1989. Elle l'a poursuivi pour pension alimentaire
et Eastwood a organisé un soi-disant accord de développement d'une valeur de 1,5 million de dollars avec Warner Brothers dans le cadre du règlement. Locke a découvert plus tard que le studio n'avait jamais vraiment soutenu l'accord et qu'Eastwood l'avait secrètement financé, tout s'assurant que ses projets n'aboutissent à nulle part. Elle l'a de nouveau poursuivi, 1996 pour fraude. Et bien que l'affaire se soit réglée à l'amiable, les jurés ont admis qu'ils avaient déjà tranché sa faveur. Locke l'a décrit comme celui qu'on ne peut pas combattre, disant que le résultat a montré que même les personnalités puissantes peuvent être tenues responsables. Malgré ces tempêtes, Eastwood a conservé une santé remarquable. À 94 ans, il commence toujours chaque journée à 5 heures du matin par des exercices. Il évite le sucre depuis qu'il a 40 ans et maintient un régime alimentaire riche poissons, fruits, légumes et pâtes, tout évitant la viande rouge et les produits laitiers. Son taux de graisse corporelle est resté inférieur à 12% pendant des décennies, un niveau que son médecin a qualifié d'extraordinaire. Il suit une règle qui consiste à manger sainement 90% du temps, tout s'accordant 10% pour de petites indulgences. Un équilibre qui l'a maintenu fort et actif pendant près d'un siècle de vie. Clint Eastwood a 95 ans, mais il conduit toujours un véhicule qui surprend presque tous ceux qui le voient. Sa voiture de tous les jours est une GMC Typhoon de 1992, l'une des seulement 4 987 jamais construites. Elle ressemble à un SUV anguleux du début des années 90, mais elle n'a rien d'ordinaire. Ce camion peut passer de 0 à 86 km/h seulement 5,3 secondes, plus rapidement que de nombreuses Ferrari de la même époque. 1992, Road & Track l'a testé et a chronométré un quart de mille à 14,3 secondes, un temps incroyable pour un SUV à cette époque de l'histoire. Sous le capot se trouve un V6 turbocompressé de 4,3 L qui produit 280 chevaux et 465 Nm de couple. Eastwood a possédé au moins 3 Typhoons différents, dont une version Apple Red de 1992 et 2 modèles Forest Green de 1993. Chunk 9. Le modèle vert métallique qu'il conduit le plus souvent a des badges dorés, et il a été photographié d'innombrables fois train de monter dedans. Au Tonight Show avec Jimmy Fallon, il a même plaisanté disant qu'elle bat les Ferrari au démarrage. Malgré son amour pour les muscles cars américaines, Eastwood conduit également quelque chose qui semble complètement hors de son personnage. Dans les environs de Los Angeles, il a été aperçu au volant d'une minuscule Fiat 500 de 2014. La vue de la star de cinéma d'action de 83 ans branchant la petite voiture électrique à haillons à une borne de recharge à Venise est rapidement devenue virale, d'autant plus qu'il se rendait au travail sur American Sniper à ce moment-là. La Fiat 500e coûtait environ 32 000 $ à l'état neuf et n'offrait que 111 chevaux, prenant 9,1 secondes pour atteindre 96 km/h. Son autonomie n'était que de 135 km à partir d'une batterie de 24 kW. Eastwood avait déjà montré son soutien aux voitures électriques un an plus tôt, lorsqu'il a participé à une vente aux enchères caritatives appelée Into the Green, où des célébrités ont signé des modèles 500e. La version signée par Hugh Jackman s'est vendue 50 000 $. Le contraste entre sa tonitruante Typhi Foe et la silencieuse Fiat montre un côté inattendu de lui que peu de fans auraient peut-être deviné. Sa collection de voitures comprend également quelque chose de bien plus précieux. 1966, le légendaire producteur italien Dino De Laurentiis lui a offert une Ferrari 275 GTB cadeau. Ce n'était pas n'importe quelle voiture. Ce numéro de châssis à Ferrari Ciltran 309 était le paiement pour le rôle d'Eastwood dans le film italien Les Sorcières. La 275 GTB est considérée comme l'une des plus belles Ferrari jamais construites. Conçue par Pininfarina avec un moteur V12 de 3,3 L sous le capot. Aujourd'hui, elle vaut environ 1,7 million de $.
Eastwood a été photographié avec elle à San Francisco 1971 et la voiture est restée dans sa collection pendant des années. Le cadeau est arrivé au moment idéal. Cette même année, Eastwood est devenu une star internationale avec Le Bon, La Brute et Le Truand, pour lequel il n'a gagné que 250 000 $. La Ferrari valait fait plus que son salaire pour le rôle qui a changé sa vie. Les choix d'Eastwood n'ont jamais été une question d'argent facile. 2025, sa valeur nette est estimée entre 375 et 400 millions de dollars, ce qui le place parmi les personnalités les plus riches d'Hollywood. Mais il a refusé à plusieurs reprises de jouer des rôles de super-héros à succès, qui auraient pu lui rapporter de 15 à 20 millions de dollars chacun, disant qu'il préférait les histoires qui n'impliquent pas de cape et de collant. Au lieu de cela, sa fortune provient de décisions commerciales intelligentes, particulièrement par le biais de sa société Malpaso Productions, qui a généré plus de 100 millions de dollars. Ses redevances et ses licences à elle seule rapportent entre 5 et 10 millions de dollars chaque année, tandis que ses avoirs immobiliers valent entre 30 et 35 millions de dollars supplémentaires. Au cours de sa carrière, il a gagné plus de 300 millions de dollars tant qu'acteur, réalisateur et producteur. À 95 ans, il travaille toujours, ayant récemment terminé le film Juror No. 2. Alors que la plupart de ses pairs ont pris leur retraite depuis longtemps, conservant des participations dans bon nombre de ses films, notamment L'inspecteur Harry et Impitoyable, il s'est assuré un revenu passif qui se poursuit des décennies plus tard.